Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un procédé critique, on se retrouve en compagnie de l'ami Boomster. Comment vas-tu? Eh ben ça va très bien et toi? Ça va, hein, en mode en pleine forme pour parler d'un film où il faut l'être, le Oui, fameux Insomnia de Christopher Nolan, parce qu'on avait déjà fait Memento ensemble, donc logique qu'on fasse aussi Insomnia, peut-être. ouais, moi je suis toujours là quand il faut parler de Nolan. Ah oui, et c'est son troisième long métrage, après Memento d'ailleurs. Il n'était pas très connu à l'époque, film de commande, un remake d'un film norvégien du même nom, réalisé par le fameux, ou pas, Erik Skjoldbjørg. Voilà, j'ai complètement foiré son nom. C'est pas grave, mais c'est un film apparemment qui a été reconnu, puisqu'il y avait Stellan Skarsgård dedans. Quand même pas n'importe qui. Ouais, Et au casting de ce remake américain, nous retrouvons quand même un duo d'acteurs extraordinaires. Al Pacino dans le rôle de l'inspecteur et Robin Williams dans une prestation à contre-emploi. Il y a également Hilary Swank, quand même, voilà, Maura Tierney ou encore Martin Donovan, pour ne citer que. Et quelle est l'histoire de cette Insomnia qui se déroule déjà en Alaska en plein été, donc il fait jour tout le temps. Voilà, la nuit ne tombe pas, clairement. Et donc, deux détectives de Los Angeles sont envoyés pour un complément d'enquête sur le meurtre d'une jeune fille assassinée. Et on essaye de découvrir qui aurait pu faire cela. Très vite, on soupçonne son meilleur ami, non, enfin pas son meilleur ami, son petit copain, etc. Mais on va vite se rendre compte que la vérité est ailleurs, comme diraient nos amis de X-Files. Et alors, petite interlude, préambule, je dirais plutôt, je sais que tu aimes beaucoup ce film. Moi, c'est peut-être celui de Nolan que j'aimais le moins. Est-ce que ça a changé au revisionnage? Mais tout d'abord, que penses-tu de ce Insomnia, ce thriller? j'aime beaucoup Insomnia. Je l'ai découvert en même temps que Memento, etc. Enfin, à partir de Batman Begins et du Prestige, j'ai rattrapé tous les films de Christopher Nolan et celui-là, c'était vraiment un film coup de poing que j'ai beaucoup aimé. Je n'en avais jamais entendu parler. Enfin, je savais que il y avait eu un film dans lequel un jour Robin Williams avait joué le méchant, mais voilà, c'est tout ce que je savais de ce film. Du coup, je l'ai lancé sans rien en savoir et j'ai été complètement bluffé. Ça, c'est au premier visionnage. Maintenant, aujourd'hui, mon rapport à ce film a un peu évolué. C'est vrai que malgré un excellent casting, une excellente histoire, une excellente réalisation, les décors, voilà, on n'en parle même pas. Malgré tout ça, il y a quand même un rythme qui est vraiment très 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 lent. J'ai l'impression que c'est un parti pris de réalisation, mais n'empêche que ce rythme le film aurait pu être amputé de 15 minutes facilement. Oui, c'est pas faux. Et c'est marrant parce que là, on se retrouve dans une situation comme on l'avait été sur Dunkerque, parce qu'on a aussi parlé de Dunkerque tous les deux, ou donc un film que j'aime moins que toi sur le papier. Mais est-ce que là, au revisionnage, ça a changé? Pour moi, oui, quand même. Je l'ai préféré au deuxième visionnage. Je pense que ce film gagne, bizarrement, hein, à la relecture. Parce que, bon, la première fois que tu le découvres, c'est assez froid, et pour cause. Pour du Nolan, en tout cas, sur la mise en scène, c'est clairement pas, on va dire, son chef-d'œuvre, loin de là. Mais il y a, sur l'écriture et sur la psychologie des personnages, il y a quelque chose de très fort. Et évidemment, celui d'Al Pacino, qui est donc victime, comme le nom du film l'indique, d'insomnie, puisque déjà il arrive en Alaska, il y a quelques soucis personnels, hein, voilà, on va détailler ça en zone spoiler. Des gros soucis. Voilà, des gros soucis, puis on sent qu'il dormait déjà pas très bien avant, clairement, parce que dans l'avion, quand il arrive, il s'endort, enfin voilà, on sent déjà que c'est pas très fort, et puis sur place, il va passer 5-6 jours à ne pas dormir, perturbé par la lumière du jour tout le temps. Il y a une première scène là où il veut aller déjà interroger quelqu'un ou faire continuer l'enquête, et on lui dit, bon, il est 23h quand même. Ah bon? Bah oui, le soleil ne se couche jamais dans cette région, bah non, pas à cette époque de l'année. Et alors, après, on voit à travers son regard des moments un petit peu presque comme des messages subliminaux, sa perte de contrôle par rapport à la réalité, ou la fatigue. Et ça aurait pu être plus fort d'ailleurs encore. C'est vrai que là-dessus, on aurait pu imaginer avec un Nolan encore plus à l'aise et plus expérimenté des trucs encore plus fous. Mais voilà, on le sent mal à l'aise et le rythme, le faux rythme du film va très bien avec son état. Je pense que le parti pris, c'est le côté subjectif du personnage principal, qui ne sait pas trop où il habite, et en plus, avec ses démons du passé et ceux du présent et ceux à venir, avec ce tueur mystérieux là, qui est assez fort psychologiquement aussi, gros personnage, hein, celui de Robin Williams. Ouais. Donc il y a un jeu entre les deux, de chat et la souris, de menaces, chantage, etc.,
qui va amener notre inspecteur à prendre des décisions drastiques. Rajouter à cela le personnage d'Hilary Swank, qui prend une grande importance vers la fin, mais c'est dommage, peut-être pas assez abouti, notamment sur la première partie, mais c'est peut-être volontaire, hein, c'est pour faire monter la mayonnaise. Et alors Robin Williams, ça aussi je suis un peu frustré quand même avec ce film, c'est qu'on ne le voit pas beaucoup. Bon, c'est logique, parce qu'on fait monter un peu voilà, la situation, mais c'est vrai qu'il a cette capacité de jouer aussi un psychopathe, mais un psychopathe très fin, voilà, un peu à la Hannibal Lecter, un tout petit peu, hein, toute proportion gardée, où il joue un petit peu avec le cerveau de ceux qui veulent l'arrêter. Et moi, ça m'a... Alors, c'est pas au point de photo-obsession. Je sais pas si tu as vu Photo-obsession avec Robin Williams. Non, ça j'ai pas vu. Il faudra que tu le vois, parce que là, bon, c'est un personnage complètement contre-emploi aussi. Mais le duo fonctionne bien. Et d'ailleurs, on s'y attend pas du tout. Pendant tout le film, on imagine que le duo va pas trop être connecté, mais à un moment, quand même, plus qu'on l'aurait imaginé, c'est assez intéressant. C'est là où le scénario, d'ailleurs, prend une dimension un peu inattendue. Mais ça, on développera en spoiler. Puis, bon, Al Pacino, on le sent concerné par ce rôle. Pourtant, c'était pas forcément gagné à la base. C'était pas le film, je pense, qu'il avait coché parmi ses priorités de l'époque. Mais il se donne à fond et il joue très bien, le gars bien paumé avec ses grosses cernes là déjà à la base. Ouais, moi je trouve que c'est tous, je trouve que ce sont d'excellents personnages. C'est vraiment réussi. J'aime particulièrement toute la première partie où on est simplement dans un film d'enquête et qu'on n'entend pas du tout parler du personnage de Robin Williams et que je crois qu'il apparaît au bout de 50 minutes. Au bout de 50 minutes, il commence à être intégré dans l'intrigue. Et toute cette première partie, moi, ça m'a rappelé un petit peu les premières parties dans les romans policiers. Je lisais beaucoup de romans policiers à l'adolescence et si tu en as déjà lu, tu sais que le gras de l'histoire, il arrive au bout de 150 voire 200 pages. Et que tout le début, c'était simplement une petite enquête pour te faire amener aux vrais événements de l'histoire. Et ça m'a rappelé un peu ça. Mais je trouve que la seconde partie traîne en longueur et aurait dû être beaucoup plus rythmée, tu vois, sans spoiler, ce qui se passe entre Al Pacino et Robin Williams, ce qui se passe avec Hilary Swank, tout cela, ça aurait pu être beaucoup plus synthétisé et jouer sur la perte de notion du temps du personnage, parce que voilà, c'est la thématique du film, enfin c'est une des thématiques du film, et c'est aussi la grande thématique de Christopher Nolan, un rapport au temps, et je trouve que là il aurait pu, comme tu l'as dit, justement plus se lâcher, et par exemple quand il y a des effets de mise en scène où il se retrouve dans une pièce et le point de netteté de la caméra change avec un brutal cut, avec un cut très brutal. À ces moments-là, Christopher Nolan arrive à nous faire ressentir la fatigue au cinéma avec de la mise en scène. Mais ce n'est pas assez, je trouve, pour pleinement me satisfaire. Je pense qu'il aurait fallu retirer 15 minutes dans cette seconde partie, tu vois, c'est la deuxième heure en fait, hein, le film dure à peu près 2 heures, c'est simplement la deuxième heure qui aurait dû être amputée de 15 minutes, avec un rythme beaucoup plus soutenu et une mise en scène qui te montre la fatigue plus accentuée. Parce que pour moi, c'est la grande plus-value de Nolan d'avoir réussi à nous faire ressentir la fatigue via la mise en scène, mais en le revoyant, je l'ai revu il y a 2 jours et je trouve que c'est pas assez. Oui, peut-être qu'il n'avait pas encore cette liberté, ou il ne s'est pas donné cette liberté totale qu'il se serait donnée 10 ans après les Batman notamment, parce que déjà, il s'agit d'un remake, donc forcément il a peut-être voulu vraiment se raccrocher à l'œuvre de base, qu'on n'a pas vu, hein, ni toi ni moi d'ailleurs, donc si vous l'avez vu d'ailleurs dans les commentaires, n'hésitez pas à dire si c'est différent ou pas. Et puis, film de commande, il balbutiait ses premiers pas à Hollywood quand même ici. Parce que Memento, c'était pas vraiment un film hollywoodien, hein. Clairement pas, c'était plus indépendant. Donc je pense qu'il a voulu assurer le coup, et il faudrait lui demander avec le recul, je pense qu'il ferait certaines choses différemment. Alors peut-être que, au contraire, lui, il allongerait le film, mais avec plus de tentatives. Par contre, il y a déjà, le jeu avec le temps. Dès le début, il y a une scène en voie flashback, qui aura une répercussion d'ailleurs sur le final un peu différente de ce qu'on pourrait imaginer. Et il y a aussi des scènes fortes, où par exemple cette scène de poursuite dans le brouillard, là, avec son équipier, où il y a la première apparition du tueur, c'est assez fort, parce que là aussi on est complètement paumé, comme les personnages, et puis voilà, donc il y a quand même des moments de bravoure,
Et c'est vrai que sur la seconde partie, il y a moins l'occasion de le faire. Dès que certains mystères sont révélés, dès qu'on est de plus dans le terre-à-terre du face-à-face, si on veut, on perd peut-être quelque chose là-dessus. Mais je pense qu'on va aller dans Ah oui, puis autre chose aussi qui est très intéressant, c'est l'exposition. Nolan, il aime bien, hein, dès ses premières scènes, nous planter le décor, et là, hop, c'est blanc, le générique sur fond blanc, on arrive en Alaska. Il y a beaucoup de clarté qui éblouit le spectateur d'office, comme sera ensuite ébloui le personnage principal. Donc il soigne toujours ça, hein, Nolan, quand on y pense. Mais je pense que là oui. Oui, vas-y. Tu allais passer en pas spoiler, j'avais un tout petit truc oui. à ajouter, c'était le fait que, on en a parlé un petit peu en off avant d'enregistrer, moi j'avais déjà vu ce film en étant fatigué, et j'avais trouvé qu'il y avait une plus-value à le voir fatigué, parce que justement tu ressentais mieux le jeu de Al Pacino et la mise en scène de Christopher Nolan, et ce côté immaculé, alors que toi t'es fatigué, t'aimerais avoir des images sombres, etc. Ouais. Et du coup, toi, est-ce que t'as déjà ressenti ça devant ce film? Bah, la première fois que je l'avais vu, j'étais en pleine forme, hein, je me souviens, enfin voilà. Et là, je l'ai vu plus ou moins en réveil, après une nuit correcte sans plus, avec cette sensation de fatigue justement. Et en fait, oui, en effet, t'es encore plus dedans parce que tu t'identifies au personnage principal, tout simplement. Bon, on n'en est pas à ce point-là, lui, c'est quand même 5-6 jours sans dormir, un record du monde. Hein. Je sais pas si c'est possible physiquement sans s'écrouler. Lui, alors, je sais pas avec quel café il fonctionne, mais à mon avis, c'était du pur arabica, hein, clairement. Mais ouais, non. Ou du pur colombien. Oui, voilà, mais c'est pas du café à ce moment-là. Mais bon, c'est vrai que ça fait un peu flipper. Tu te mets à sa place, tu te dirais, mais alors en plus, il peut vraiment pas dormir, quoi. C'est juste impossible. Mais pas parce que uniquement il y a la lumière du jour, hein. C'est ça aussi. Hein. Bien sûr. Et du coup, alors, on va rentrer dans la zone spoiler qui explique certaines choses, et cette insomnie qui dure. Attention, spoiler. Alors, oui, parce qu'on avait dit au début dans le synopsis, si vous avez suivi. Bon, si vous êtes resté là, c'est que vous attendiez à ce qu'on en parle. Il arrive avec un équipier quand même de Los Angeles et hop, on n'en parle plus après. Bah, parce qu'il le tue involontairement dans la brume. Sauf que c'est presque un acte manqué. À un moment, il se pose la question s'il voulait pas le tuer parce que cet équipier voulait témoigner contre lui pour des histoires de police des polices qui allait l'épingler une fois revenu à Los Angeles. Oui, c'est ça. Il a disposé le sang d'une victime sur le vêtement d'un suspect contre lequel il n'y avait pas suffisamment de preuves. Mais lui savait, était persuadé que ce suspect était bien coupable. Du coup, il y a une enquête de la police des polices pour ça. Donc, il arrive déjà avec un problème et ensuite, il tue son coéquipier par accident. Après, on ne sait pas vraiment si c'est un accident ou pas. En tout cas, lui se pose la question. Ouais. Et lui-même n'est pas sûr. Voilà, il en a gros sur la patate, Al Pacino, dans ce film quand même. Et d'ailleurs, c'est ça qui est fort parce que justement, le moment où il met le sang et tout là, la première image flashback qu'on a, c'est ça. Et on pensait que ça serait une sorte d'hallucination de ce que le tueur avait fait à la fille, mais pas du tout. C'est une de ces histoires. À un moment, j'étais en train de me dire, enfin, la première fois que j'ai découvert, j'étais en train de me poser la question si on n'allait pas avoir une histoire de double, de doppelganger, ou que ce serait lui le tueur. Mais bon, ça aurait été un petit peu tiré par les cheveux parce que comment il aurait fait en revenant de Los Angeles et tout. En gros, il aurait fait un aller-retour en bon. Mais quelque part, c'est pour nous montrer d'ailleurs l'identification, et c'est ça qui est fort aussi, c'est que le tueur, donc joué par Robin Williams, et le policier sont deux personnes ou deux faces opposées d'une même pièce quelque part. Et c'est terrible de voir la psychologie du tueur. Pour moi, c'est ça la force du film aussi. La psychologie donc du personnage Robin Williams, qui est un auteur, hein, qui s'appelle Finch, je crois, qui pour lui, bon déjà, il se sent pas trop coupable d'avoir tué la fille, parce qu'il était excité par elle, il l'a frappée parce qu'elle se moquait de lui. Ok. Et après, il se dit, oh, bah, de toute façon, allez, on va faire accuser le petit ami parce qu'il aurait commis d'autres meurtres. Enfin, il aurait commis des meurtres sûrement plus tard. C'est un peu Minority Report avant l'heure, là. Mais c'est terrible parce que entre l'un qui veut faire accuser quelqu'un par conviction mais sans les preuves, et l'autre qui veut faire accuser quelqu'un qui va forcément commettre un crime plus tard, on a quand même deux personnes très particulières. Hein. Oui. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette dualité entre les deux, qui, malheureusement, voilà, je vais me répéter un peu, mais qui ne prend pas assez de place, parce que le récit s'étire un peu trop. Donc voilà, si le récit avait été plus condensé, cette histoire aurait pris logiquement plus de place. Moi, j'aime beaucoup cette scène où ils sont dans l'interrogatoire et que Al Pacino doit faire semblant d'accuser Robin Williams et que les deux entrent dans une relation un peu passive-agressive où on est en train de jouer la comédie ensemble, tous les deux on est de mèche, mais en même temps tous les deux on s'aime pas et si on peut s'envoyer des taquets, on le fait.
Ah, c'est Et terrible. j'adore. Ah, c'est terrible, on sent qu'il est piégé Al Pacino parce que voilà, pour recontextualiser, bah, le tueur lui fait un chantage, il a été témoin, il sait qu'il a tué son équipier, parce qu'après il va échanger les balles, tout ça, pour cacher la chose. Et donc, à un moment quand même, la détective, la jeune inspectrice, hein, qui s'appelle, comment elle s'appelle, Ellie Burr, va découvrir le poteau rose, parce qu'elle est très intelligente, c'est pour ça qu'elle cache son jeu, on la voit pas beaucoup, mais Oui. à la fin, elle découvre en fait que donc son mentor, parce que c'est presque son héros, hein, elle adore son travail, a tué son équipier, et donc à la fin, il y a triple confrontation. Ça va trop vite. D'ailleurs, une fin qui est un peu... C'est marrant parce qu'elle est un peu bazardée, en mode... Oui. voilà, le tueur va séquestrer l'inspectrice, mais elle va s'en sortir, l'autre arrive, et finalement, il est tué en même pas 2 minutes. Tout se passe en même temps, dans le même lieu, dans la même action. C'est bizarre. Ça va beaucoup trop vite cette fin, ouais. Je suis d'accord. C'est bizarre, mais bon, après, on a quand même cette fin iconique en soi, puisque non seulement donc, le personnage de Robin Williams meurt, mais notre inspecteur meurt aussi, blessé, et va se laisser mourir, hein, clairement, en héros, c'est-à-dire non, on n'échange pas la balle, il faut qu'on connaisse la vérité et tout, puisqu'enfin, avec cette mort, il va pouvoir dormir. Et va devoir, il va rattraper le sommeil, là, crois-moi. Oui, là, il a des décennies, des siècles à rattraper, là. Il va, c'est terrible. Il va pouvoir se reposer. Il est, moi, j'aime beaucoup cette fin de Al Pacino qui... en fait, c'est ça, parce que quand il est arrivé au début du film, il ne dormait déjà pas, comme tu l'as dit. Oui, et à la fin seulement, quand il décide de, bon, ok, je baisse les armes, je dis la vérité, là, je peux m'endormir, je peux trouver le sommeil, je suis en paix avec moi-même. Et je trouve ça très beau. C'est la rédemption finale, le crépuscule, hein, voilà, c'est crépusculaire comme fin absolue. Ça me rappelle un peu, en plus en parlant de Al Pacino, ça me rappelle un peu la mort de Michael Corleone, qui se sent obligé de, ou même encore Carlito Brigante, encore interprété par Al Pacino, faut croire qu'il est habitué à ces morts-là, mais c'est une mort rédemptrice, comme tu l'as dit. Voilà, ces 3 exemples, Corleone, Brigante ou le personnage de Will Dormer, moi j'aime beaucoup ces morts-là au cinéma, et je les trouve très fortes. Ouais, bah, ça mériterait d'ailleurs le sujet d'une vidéo, ça. Tiens, Al Pacino et les morts rédemptrices. Si ça n'a pas été fait. Je suis sûr qu'il y en a plus que 3 en plus, hein. Je suis sûr qu'il y en a plus. Oui, il faudrait écumer sa filmographie, mais en plus, tu viens de me rappeler un truc. L'inspecteur qui s'appelle Dormeur et qui dort pas, bah, ça c'est volontaire. Je ne sais pas si c'est volontaire. Ah bah si, mais marrant. Il faut comprendre, je sais pas, Nolan il a dû prendre le nom en français, c'est Sleeper, Dormer, ça va, ça sonne bien, Dormer, mais bon, les anglophones n'ont pas compris la référence peut-être. Je suis sûr que c'est volontaire, sinon c'est un gros hasard quand même. Mais ouais. Mais pourquoi en français ? Pourquoi pas dans une autre langue ? En plus, il n'y a pas de U, tu vois, ce serait vraiment... Ouais, mais c'est pour... il a dû prendre au hasard, il s'est dit, allez, ça sonne bien, Dormer, voilà. C'est vrai que ça sonne bien, Will Dormer, ça sonne bien. C'est marrant parce que... Non, mais... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 2 personnages meurent presque simultanément parce que c'est pratiquement la même personne, sauf qu'il y en a un qui meurt en coupable et l'autre qui meurt en héros au final. Donc, c'est quand même il y a une analyse de personnages intéressante à faire avec ce film, ce qui fait d'ailleurs que je l'ai plus apprécié au revisionnage. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur les spoilers ? Non. Ah si, j'aime beaucoup la scène où il va prendre la copine de la victime pour lui mettre une pression quand il l'emmène dans un endroit, il l'emmène à l'endroit où on a retrouvé le corps de sa copine et tout. Ça j'aime beaucoup. Enfin voilà, c'est juste un petit truc pour dire j'aime. Non, mais en plus ça renforce la dualité avec le tueur parce qu'il agit comme le tueur là, en la prenant là, on limite il aurait pu la tuer derrière, on se serait pas étonné quoi. Oui, là tu vois, j'ai l'affiche sous les yeux et c'est marrant parce que les 2 sont positionnés en miroir. Voilà. C'est ça. Et c'est un peu ça, ouais. C'est ça l'histoire, c'est que Will Dormer aurait pu être comme Walter Finch, mais finalement non, au dernier moment. Et puis bon, il y en a un qui est flic, l'autre qui est tueur, auteur à la base, mais bon, quand même psychopathe. On se demande s'il a pas tué d'autres personnes avant quand même. Sûrement. Il avait l'air il a dit qu'il était très calme quand il a nettoyé la victime et tout, voilà. Mais bon, c'est en tout cas très intéressant d'analyser les personnages en parallèle et en effet miroir. Du coup, on va sortir de la zone spoiler pour cette conclusion sur ce film assez, pas méconnu, mais mal aimé de Christopher Nolan. Quelle conclusion apporterais-tu donc à cette Insomnia ? Je dirais que c'est un très bon film de Nolan,
Quand j'avais fait un top à la sortie de Tenet, je l'avais mis en 6e ou 7e position, donc ce qui est pas mal quand même, Ouais. sur une filmo de 11 films, et sachant que j'aime beaucoup Christopher Nolan, donc il faut différencier ceux que j'aime et ceux que j'adore, tu vois. Mais je trouve que c'est un excellent film, avec un problème de rythme, mais qui ne plombe pas l'ambiance non plus. Les personnages sont très forts, les images sont très fortes, les thématiques aussi. Les rebondissements, bien que en dents de scie, sont très puissants quand ils sont là. Donc moi voilà, Insomnia, j'adore. Ouais, c'est ça, parle du rythme plombé mais qui est justifié par l'ambiance et tout. Moi, personnellement, je passe de 6 à 7 sur 10. C'est donc un upgrade que ce revisionnage. Après, je ne sais pas où je le situerai dans la filmographie de Nolan parce que c'est très équilibré vers les films que, entre guillemets, j'aime le moins de lui, qui fait toujours partie des films que, entre guillemets, j'apprécie moins de sa filmographie, mais quand même, peut-être au-dessus de Dunkerque, hein, maintenant, hein, ce film pour moi, qui est aussi un 7 sur 10. Following, voilà, mais ça reste un film un petit peu à part dans sa filmographie, mais dans lequel il distille déjà ces thématiques d'obsession. Il y a toujours l'obsession, quelle qu'elle soit. Là, c'est par rapport au temps, au sommeil, à la quête de vérité ou pas des choses. Et on sent déjà qu'on va avoir le réalisateur qu'on aura par la suite. Il n'ose pas se lâcher totalement ici, et pour cause, film de commande, remake, qui n'était pas encore installé à Hollywood, donc peut-être pas les mêmes libertés non plus. Mais d'ailleurs, la scénariste n'est pas son frère, hein, c'est une dame qui s'appelle Hilary aussi, comme Hilary Swank, qui a fait un autre film derrière pas terrible avec Shia LaBeouf, mais bon, ça c'est un autre débat. Oh, c'était une merde finie. C'est quoi le film d'ailleurs, le titre déjà? L'œil du mal. Ah ouais, oh mon dieu, ne le regarde pas. Voilà, bon. Mais bon, en tout cas, c'est une bonne porte d'entrée aussi au cinéma de Nolan, hein, potentiellement ce film. Et attention, si vous découvrez Nolan avec ce film, dites-vous qu'après, il a fait des choses un peu différentes quand même. Mais Oui. voilà, en tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi. Après Memento, après Dunkerque, là, on vient de ponctuer une première trilogie nolanienne. Voilà. Oui, et il y en a d'autres des trilogies chez Nolan. Hein. Ah oui, bah tiens, oui, c'est vrai. I'm Batman, voilà, par exemple. Mais bon, oui, ceci est une autre histoire, qui sait. En tout cas, oui, c'est sûr que j'en parlerai un jour des Batman. Mais faut déjà être dans le mood pour regarder les Batman. C'est particulier. Ah, ça c'est sûr. C'est vrai. En tout cas, un grand plaisir de parler cinéma avec toi, que ce soit Nolan ou autre, hein, parce qu'on n'a pas fait que ça. Plaisir partagé. Et mais il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin. À la prochaine. À la prochaine. Ciao.